Et dans la salle. Pour l'autoriser. Oui, j'ai entendu. Hello. Bonjour, avec le micro ouvert, ça va mieux. C'est plus facile pour dire bonjour, effectivement. C'est ça, c'est plus efficace. Bonjour à toutes et Bonjour à à tous. tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Donc, tous. bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc, pour vous faire un petit topo, donc ça c'est la première séance de formation pour vous préparer pour le CES 2025. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Kate Margetts. Moi je suis en charge de la partie Business Development au sein de l'équipe minologique. Du coup, je suis là avec mon collègue Philippe. Bonjour. Donc, Bonjour. qui est notre expert technique sur le CES. Et du coup, il y a également l'équipe de la région, je pense qu'ils sont là aussi. Je vous laisse vous présenter aussi Billy et Elise pour que tout le monde voit qui vous êtes. Bonjour à tous. Donc Billy Allô, et allô. Elise. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous présenter, Billy et Elise, comme ça tout le monde voit qui vous êtes. Et du coup, je te laisse enchaîner, Billy, avec le petit intro de ton côté. Oui, bien sûr. Écoutez, bonjour à tous. Donc, Billy Duchesne, région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, à côté de moi, j'ai Élise Kim qui va gérer toute la partie communication côté région. Voilà. En guise d'intro, je vais être très court. Déjà, je suis très content de démarrer cette première session de formation avec vous tous. J'ai déjà eu le plaisir d'échanger avec certains d'entre vous, alors soit l'année dernière sur l'ancienne délégation, soit sur les derniers mois, justement pendant l'AMI. J'ai eu du coup l'occasion d'échanger avec vous, je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai que nous, notre objectif côté région, c'est de vous aider grâce à ce salon à vous développer, hein, justement. Et comment est-ce qu'on va être capable de faire ça? L'idée, c'est de bâtir un collectif d'entreprises régionales sur un pavillon régional de qualité. Voilà, on a des anciens qui sont là et qui pourront témoigner. L'idée, c'est de vous permettre aussi d'accéder au CES à un tarif attractif, vous l'avez vu, et aussi de participer sur vos frais, c'est-à-dire l'avion, l'hébergement, le repas. L'idée, c'est que vous ayez vraiment un bon ROI aussi, et ça c'est un truc très important pour nous. Notre rôle, c'est vraiment de vous donner un coup de pouce. Voilà, vous donner un coup de pouce. Mais après, vous le savez mieux que moi, on se l'est déjà dit, le vrai travail derrière, c'est vous qui allez le réaliser, hein, finalement. Toute cette préparation en amont qu'on va faire ensemble pendant le salon et après le salon. Voilà. Donc de notre côté région et partenaires compris, on fera le maximum pour vous mettre dans les bonnes dispositions, en tout cas dans la mesure du possible. Donc je vais m'arrêter là et je vais tout de suite redonner la main écoutez, à Minalogic qui va animer la suite de cette session. Et puis je vais vous souhaiter à tous une très bonne première formation. Voilà. Merci, Billy. Donc, juste pour balayer un peu l'ordre du jour de cette séance-là, donc l'idée là, c'est de vous préparer pour que vous puissiez prendre vos vols, vos hébergements pour Las Vegas pendant le salon. Donc, on va vous présenter quelques astuces, donc comment gérer la carte de Las Vegas, surtout, parce que ça peut paraître petit, mais ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est aussi pour éviter les erreurs classiques au niveau des vols. Et du coup, un peu expliquer la journée typique au CES parce qu'on a souvent les mêmes questions chaque année et du coup, c'est vraiment important de se préparer et du coup, de savoir qu'est-ce qui va arriver sur place. Donc, à la fin, on va avoir beaucoup de temps aussi pour vos questions aussi. Donc, n'hésitez pas. Donc, juste pour vous faire un petit topo aussi, donc la région Minalogic, ça va être la 11e édition du CES. Donc, c'est pour ça aussi, on a beaucoup d'expérience maintenant et beaucoup de bonnes pratiques à partager avec vous. Et du coup, juste pour vous faire un petit topo pour ceux qui n'avaient pas vu, donc ça, c'est nos chiffres clés de l'édition 2024 du CES. Donc, en 2024, on a eu une cinquantaine d'exposants. Donc, on a eu déjà 36, si je ne me trompe pas. Élise va me corriger, sur le pavillon régional d'exposants. Et du coup, on a eu beaucoup plus qui ont exposé en propre, ainsi que les 35. La mission à 35 exposants sur le pavillon régional. Merci. Subsistant. Et du coup, aussi les entreprises qui sont venues en tant que visiteurs, donc pour explorer le salon pour une première fois.
Donc, dans cette délégation aussi, on a eu 11 Innovation Awards, dont un best-of. Donc, certains d'entre vous ont candidaté pour les Innovation Awards. On attend avec impatience les résultats. Donc, vous allez voir, donc, ceux qui ont des Innovation Awards, ça fait vraiment un coup de com' super important pour vous, drainer du monde pendant le salon. On a également eu 11 entreprises au CES Unveiled. Donc, CES Unveiled, c'est la conférence de presse qui est organisée 2 jours avant l'ouverture du salon. Et du coup, avec à peu près 200 entreprises qui exposent sur Unveiled, avec à peu près 3000 médias présents. Donc, encore une fois, c'est une bonne façon de drainer le monde sur le pavillon pendant la semaine à venir. Et du coup, nous, côté Minologique aussi, on vous accompagne aussi, on essaye de vous trouver des opportunités sur place. Donc, nous, on contacte tous les rencontres de notre réseau, donc en leur présentant la délégation. Et du coup, pour essayer de sensibiliser certains à venir vous rencontrer. Donc, on organise des visites guidées, des rencontres. Donc, cette année, en 2024, on a eu 6 rencontres, ainsi que les visites de délégation de nos partenaires internationaux aussi. Donc, les clusters, les agences de VECO à l'étranger qui sont venus aussi présenter leurs entreprises et tout, organiser un peu des actions B2B. Ça, c'est des chiffres clés. Donc, je passe la parole à Philippe. Bonjour, merci de vous être connectés. On va recommencer par les basiques. L'idée, comme l'a dit Kate, c'est de vous décharger des petits tracas liés à la préparation de l'événement, à commencer par effectivement le déplacement. Première chose, faut situer Las Vegas. Donc, Vegas, c'est dans le Nevada. Donc, c'est à peu près à mi-chemin entre, on va dire, San Francisco, donc le berceau de la tech américaine, et puis Hollywood, qui est plutôt le berceau du film et du show, etc. Et ça crée un salon qui est à la rencontre de ces deux mondes-là. Alors, pour le fun, si vous allez trop à l'ouest, vous allez dans le Pacifique et c'est plein de requins. Il y en a aussi à San Francisco, mais ils sont plus déguisés, ils sont moins visibles. Et puis, si vous allez un peu au nord de Las Vegas, il y a la fameuse zone 51, où il semblerait qu'il y ait des petits hommes, mais on n'en a pas encore vu. Donc, voilà. Plus sérieusement, donc, se rendre à Las Vegas, en général, vous allez y aller en avion. Il faut connaître votre ennemi. C'est quelque chose qui s'appelle le Polar Vortex. Donc, le sous-titre que je mets, c'est le meilleur moyen de passer son CES à Chicago plutôt qu'à Montréal ou à New York, plutôt qu'à Las Vegas. En fait, le Polar Vortex, c'est une masse d'air froid qui se groupe en décembre au pôle Nord et qui a la fâcheuse tendance à descendre vers le sud et surtout vers le nord-est des États-Unis début janvier et qui paralyse effectivement toute la côte est des US. Donc, si vous voulez effectivement votre premier vol, il ne faut pas qu'il pose au-delà de cette ligne factice que j'ai dessinée là. Donc, vous pouvez éviter Montréal, New York, Chicago, Boston, tous ces aéroports-là comme première escale, c'est pas forcément une bonne idée. Alors, ça marche, mais il se peut que vous soyez bloqué 24 à 48 heures parce que Polar Vortex, c'est des températures à moins 50, moins 60 qui paralysent tous les avions. Donc là, si vous devez faire un stop aux US, faites-le au sud de cette ligne rouge que je viens de dessiner. Donc, parmi les escales qui marchent bien, Salt Lake City, Los Angeles, San Francisco, Dallas, Denver, Miami, etc., etc. Ça marche très, très bien. L'idéal, c'est plutôt de trouver un stop en Europe et de faire un direct Europe-Las Vegas, mais il y en a de moins en moins. Je vous ai mis quelques noms de compagnies qui marchent bien, parce qu'on les a prises dans le passé avec des prix variables. Dans tous les cas, faites une réservation de bout en bout, possiblement sur des compagnies qui sont en code-share, en collaboration. Pourquoi? Ça vous évitera de récupérer vos bagages aux escales et ça vous résoudra vos soucis de perte de bagages. Donc voilà. Évitez absolument, même si c'est tentant, des escales que j'ai qualifiées d'exotiques. Alors, c'est pas que j'aime pas l'Islande, Reykjavik, c'est sûrement sympa. Reykjavik, il y a un vol qui arrive d'Europe et qui repart aux US par semaine. Donc, si malheureusement vous loupez votre correspondance, vous passez votre CES à Reykjavik. Alors, effectivement, les tarifs sont par Reykjavik, vous allez trouver du 300 à 400 euros l'aller-retour, comparé à du 1000 à 1200 euros normalement. Donc, c'est attractif d'un point de vue tarif. Par contre, vous risquez d'avoir un petit souci. Préférez votre premier vol qui vous rapproche le plus possible de Las Vegas.
San Francisco, Los Angeles, c'est bien, c'est pas loin. Sauf si vous, enfin, l'idéal était encore une fois de trouver un direct, mais il y en a de moins en moins. Le contexte sanitaire est moins tendu que ces dernières années. On vous recommande quand même de prendre une assurance annulation au cas où, et également une assurance frais médicaux rapatriement. Parce que ça m'est arrivé, alors heureusement c'était pas grave, hein, c'était juste un petit truc qui méritait juste un antibio qui coûte 15 balles ici. La blague m'a coûté plus de 800 € aux US. Je m'étais renseigné avant de partir, parce que je savais que j'avais un truc non diagnostiqué en partant. Je m'étais renseigné auprès de la caisse d'assurance maladie qui m'a dit non, non, vous serez remboursé comme en France. Ce qu'ils avaient oublié de me mentionner, c'est que j'étais remboursé comme en France sur les tarifs français. Et donc la consultation un 30 décembre à Las Vegas, c'est une hospitalisation qui coûte 500 ou 600 €. Et puis la petite boîte de 10 antibiotiques dont j'avais besoin, coûtant 15 € ici, elle m'en a coûté 200 là-bas. Donc voilà, donc j'étais remboursé sur 30 et 15, 50 €, ça m'en a coûté 700. Une fois que vous serez sur place, vous avez peut-être des choses volumineuses à emmener, donc ça s'appelle du fret. Vous pouvez prendre des trucs en soute, mais ça suppose que vous avez des petits objets. Notre recommandation, c'est de prendre avec vous en cabine le minimum vital. Le CES, c'est un gros salon, hein, il y a 150 à 180 000 visiteurs. Il y a quand même quelques pertes de bagages. C'est pas rare tous les ans qu'on ait 2-3 valises dans la délégation qui se perdent. Donc il vous faut au minimum de quoi assurer votre salon les 2-3 premiers jours de votre salon. Voilà, même si après vous pouvez aller acheter des trucs sur place. Mais les choses qui ne sont pas remplaçables, vos chemises, vous en trouverez une à côté, il y a des magasins. Par contre, votre démo, le backup de votre démo logiciel ou votre objet, s'il tient dans un bagage cabine, prenez-le avec vous pour bétonner. Si vous avez des plus gros produits, là, il faudra passer par une société qui se chargera d'expédier vos produits. C'est un vrai métier, ces choses-là, hein. Donc, il y a des droits de douane qui sont un peu compliqués. Il y a un règlement d'importation temporaire. Donc, on vous recommande d'utiliser une de ces 3 sociétés-là. Pareil, on n'a pas d'action auprès d'elles. On a plus expérimenté Bolloré, qui d'ailleurs viendra faire une session de formation, j'ai plus la date, mais qui nous fera un point, voilà, qui viendra vous expliquer comment ça se fait. Ça a un coût, mais c'est pas cher par rapport à ce que vous allez vous embêter au niveau ennui. Bolloré, Caroline, elle est présente tous les ans au CES. Il y a des années où elle a sauvé le fret de quelques boîtes qui avaient perdu ou qui étaient bloquées en douane. Donc bonne adresse. Dans tous les cas, ne laissez pas d'objets aux US, parce que là, on n'est plus dans de l'importation temporaire, on est vraiment dans de l'importation. Vous êtes probablement soumis à des droits de douane dans ces choses-là, et surtout, si par malheur votre objet venait à créer un dégât quelconque, met le feu à un hôtel de Vegas, par exemple, vous pourriez être incriminé, et là, ça peut aller très très loin. Donc prévoyez de ramener vos samples, ou alors de faire ce qu'il faut en termes d'importation permanente. D'un point de vue hébergement, donc Las Vegas, c'est plutôt une ville de tourisme, donc il y a de quoi faire. Je vous ai mis là une carte de la ville, hein, donc vous voyez en bas au sud le petit avion, donc c'est là où vous atterrirez. Donc l'aéroport s'appelle McCarran International Airport. Le CES se situe dans 2 zones principales, 2-3 zones principales. Je vous ai mis un petit carré. Tout se situe sur Las Vegas Boulevard, qui est la rue principale et très célèbre de Las Vegas. C'est là où il y a tous les grands casinos. Le CES s'expose en général dans les convention centers de ces grands hôtels ou dans une zone dédiée qui s'appelle le Las Vegas Convention Center. Ça paraît petit sur la carte, il y a 5-6 km entre les différentes zones. Donc voilà, c'est juste pour vous repérer. Et pour le logement, vous avez 3 grandes options. Donc le Las Vegas Boulevard, son petit nom, c'est le Strip. Donc il y a plein d'hôtels là-dessus à des tarifs qui vont de un petit millier d'euros la semaine, un peu plus, 1700, 1500, 1600 la semaine pour une chambre, jusqu'à 5, 6, 10, voire plus si affinité. Donc
sur le strip, les hôtels, c'est très très commun parce que vous êtes proche des zones d'exposition, vous n'aurez pas de soucis pour vous déplacer parce que vous ferez quasiment tout à pied. On a mis quelques noms. Flamingo Arras, ils sont autour de 1500-1600 euros la semaine actuellement. Treasure Island, 1800. César Palace, on est plutôt sur du 3000. Venetian Palazzo, on est au-delà de 3000. Il y en a d'autres encore plus chers, on les a pas mis. La deuxième option, c'est d'aller trouver des hôtels qui ne seront pas sur le strip. Donc là, effectivement, vous trouverez des choses beaucoup moins chères. Par contre, à pied, c'est plus compliqué parce qu'ils sont plus éloignés et les distances sont vite longues. Et vous verrez que sur le salon, vous marcherez beaucoup, vous piétinerez beaucoup, donc vos pieds, voilà. Vous pouvez trouver des hôtels, notamment des hôtels potables, j'entends, autour de 500-600 euros la semaine. Et plus vous vous éloignez, moins vous paierez. La troisième option pour laquelle vous pouvez opter, c'est tout simplement du Airbnb. Alors là, on est encore plus éloigné. Donc là, effectivement, il faudra trouver un moyen de transport et on vous donnera quelques tips sur les transports disponibles pendant la semaine. C'est plutôt bon marché et surtout, vous pouvez trouver des villas à louer. Donc, vous pouvez avoir 3 chambres pour le prix d'une, quelque part, 3-4 chambres. Méfiez-vous cependant, il y a une année, j'ai failli louer un truc qui était dans le Treasure Island, donc juste en face de l'expo où on va, qui était vraiment pas cher. Et je pense que ce qu'il louait, c'était un local poubelle. S'il louait quelque chose, parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Donc, demandez quand même, avant de réserver, demandez où ça se situe, vérifiez qu'il y a bien un humain qui a l'air honnête derrière l'offre. Et fuyez peut-être les prix qui sont trop déraisonnables vers le bas, parce que voilà, on est aux US, hein, la notion de l'argent et du profit, ils l'ont. Donc voilà. Dans tous les cas, réservez tôt. N'hésitez pas à annuler et à rebooker parce qu'il y a beaucoup de variations de prix de maintenant jusqu'au 15 décembre. Surveillez les prix parce que c'est pas rare que vous arrivez à gagner 300-400 euros sur une chambre en annulant. Donc moi, personnellement, j'utilise hotel.com. Donc bon, ça me fait exploser mon plafond de carte bancaire parce que ma banque ne regarde que les débits, ne regarde pas les crédits là-dessus. Mais ça rembourse, il n'y a pas de souci. Et donc, vous pouvez réserver dès maintenant, dès que vous avez arrêté vos dates de voyage. Et après, surveiller les prix toutes les semaines ou tous les mois. Et voilà. Si on regarde le Las Vegas Strip, donc encore une fois, vous voyez l'aéroport qui est plutôt au sud. Les premiers hôtels en partant de l'aéroport, vous allez trouver le Vin là, qui est en bas à gauche de ma slide. Ou le Mandela Bay, pardon. C'est pas le Vin, c'est le Mandela Bay. Et après, il y a toute la suite d'hôtels. Les 2 zones qui vont vous intéresser, c'est le Venetian, où est situé le Reka Park. Donc, c'est là où vous allez exposer. Et après, le gros de l'exposition se trouve au Convention Center, qui est un peu plus loin. Donc, voilà. Cette carte-là, c'est la carte du monorail. Donc, il y a une espèce de train aérien qui fait quelques stations en orange. On reviendra après sur le déplacement, mais ça peut être un moyen. C'est assez rapide, mais c'est assez fréquenté. Donc, du coup, vous risquez d'attendre un peu pour montrer dans une rame. On en arrive au déplacement. Donc, comme je vous le disais, il y a 3 lieux clés. Le Reka Park, c'est là où vous allez passer 80% de votre CES, puisque c'est là où sont toutes les startups. On verra après un peu la journée type et puis l'aménagement. Donc, c'est au sein du Venetian. Encore une fois, on est sur une échelle américaine. Entre l'entrée de l'hôtel et l'endroit et aller à votre stand, c'est à peu près 800 mètres facilement. Donc, encore une fois, c'est un point de fourmi sur la carte, mais c'est vite des grandes distances. Le deuxième endroit, c'est le Las Vegas Convention Center, LVCC. C'est là où vous aurez toutes les grosses boîtes, les Samsung, les Sony, les Panasonic et tout le monde. La zone est juste gigantesque. Je pense que ça doit faire pas loin de 10 fois de Paris Expo. Voilà. Il y a des navettes entre les deux. On y reviendra. Ça peut se faire à pied. C'est facilement 1 heure, 1 heure et demie entre les deux. Et la troisième zone qui va vous intéresser, pour ceux qui auront la chance d'aller au CES Unveiled, donc 2 jours avant l'ouverture du salon, c'est le fameux événement presse, et lui, il aura lieu au Mandela Bay.
qui est un peu plus au sud. Donc, pareil, là, ça peut se faire à pied, mais c'est vite long aussi. Donc, souvent, on fait Uber où il y a des bus également. Voilà. Ça veut dire également que si vous avez un gros objet à exposer, ça risque d'être compliqué de l'avoir au CES Unveiled. Donc, soit vous avez une logistique particulière. Donc, le CES Unveiled, il sera le dimanche. L'expo ouvre le mardi. Donc, ça veut dire qu'il faudra passer votre lundi pour transférer, pour installer comme il faut votre stand. Souvent, ce que les entreprises font, c'est qu'ils emmènent une maquette au CES Unveiled ou un kakémono pour s'éviter le transport d'un appareil un peu volumineux. Ils n'ont pas le droit non plus. Pardon. Les démos genre lumineux qu'il faut porter, ils n'ont pas le droit non plus de les transporter eux-mêmes sur le salon. Oui, aussi. Oui, Kate me fait remarquer à juste titre que sur le salon, les choses très très lourdes et très volumineuses, vous ne pouvez pas les manutentionner vous-même, donc il faut faire appel à Freeman, qui est le prestataire. Et donc ça fait partie de la presta fret que les Bolloré, là, les 3 sociétés qu'on a mentionnées, vous proposeront. Parce que alors, il y a une tolérance, hein, si vous emmenez 2 télés, 3 plantes et un petit canapé, ça passe. Effectivement, c'est un truc volumineux, spécifique, branchement électrique un peu compliqué, ça, il faut prévoir un prestataire. D'un point de vue déplacement, donc j'ai déjà mentionné le monorail. Donc l'avantage, c'est qu'entre 2 stations, c'est très très rapide. Il n'y a qu'une petite dizaine de stations, ça passe dans les plus grands hôtels. Donc c'est très pratique, notamment pour aller au Convention Center. L'inconvénient, c'est que c'est des rames c'est comme un métro aérien, il y a 4-5 rames, voilà. Et la logique américaine se dit qu'à chaque station, ils ne remplissent qu'une rame. Et une rame, c'est 150 personnes. Ça veut dire que le matin, si vous êtes pile à l'ouverture ou à la fermeture du salon, vous allez attendre qu'une rame se libère et ça prend, moi je suis pas très patient, ça prend vite du temps. Donc voilà. Le trajet coûte à peu près 5 $, je crois, ce qui n'est pas donné non plus. Et je crois qu'il y a des abonnements à la semaine qui peuvent se faire. Les autres options, c'est de louer une voiture. Donc, la semaine de location à Vegas, c'est pas très cher, elle est autour de 300 €. Alors, sauf si vous prenez une limousine, hein, mais une voiture normale européenne, c'est à peu près 300 €. Historiquement, les parkings étaient gratuits à Vegas. C'est plus le cas depuis 2-3 ans. Et donc, le parking à la journée doit être autour de 10 $. Et le problème, c'est que c'est à chaque fois que vous rentrez. Donc, si vous rentrez, vous sortez, ça peut vite faire un petit budget. Donc voilà. L'autre souci de la voiture, c'est que tout le monde arrivant et tout le monde partant en même temps, pareil, le Las Vegas Boulevard est souvent saturé. Et la sortie du parking le soir à la fermeture du salon est souvent saturée. Donc, c'est pas forcément non plus la meilleure option, sauf si vous avez des choses à transporter à chaque fois. Il y a des transports en commun, un peu comme les bus qu'on peut connaître ici, hein. Donc, il y a notamment 2 lignes. Enfin, c'est tout opéré par le Nevada, enfin, bus du Nevada. Il y a 2 lignes. Il y en a une qui s'appelle la Deuce et l'autre qui s'appelle le SDX, qui font du nord au sud le Las Vegas Boulevard en permanence. Il y a un pass qui doit coûter une quarantaine de dollars la semaine, donc c'est pas énorme. Par contre, vous êtes assujetti aux conditions de trafic. Et encore une fois, ouverture et clôture du salon, ça bouchonne un peu. Une autre option, c'est de faire du Uber. Ça marche très très bien. Et pareil, on n'a pas d'action chez Uber. Ça marche bien. Pourquoi? Parce que les taxis, à la différence des bus et à la différence de vous, connaissent parfaitement la ville et connaissent parfaitement les patterns de déplacement et où est-ce que ça bouchonne à quelle heure. Et donc, ils passent toujours dans des itinéraires très improbables où vous vous dites que oulala, il ne m'emmène pas du tout où je veux. Mais en fait, il prend le truc le plus optimal en temps. Et le gros avantage du Uber sur un taxi normal, c'est que vous connaissez le coût de la course à l'avance. Et donc, vous n'avez pas de surprise. Et puis la dernière option, c'est de le faire à pied. Donc c'est très sympa parce que la zone est plutôt agréable. Par contre, c'est sans déplacement, Vegas, c'est entre 20 et 40 km de marche par jour. Donc si effectivement votre hôtel il est à 5-6 km de là où du salon, vous avez vite fait de faire 30 à 50 km. Donc sans vilaine blague, pas de talons hauts et pas de chaussures neuves. Je dis ça tous les ans. Il y a une année, je ne me suis pas méfié, j'ai emmené une paire de chaussures neuves. J'ai vraiment regretté parce que j'avais plus de pieds à la fin de la semaine.
D'un point de vue restauration, chose importante, donc il y a vraiment de tout à Las Vegas. Vous trouvez toutes les cuisines, vous trouvez tous les prix, du vraiment pas cher au vraiment très cher. Euh, En règle générale, la bonne option, c'est de déjeuner le matin, et en plus, ça correspond à peu près, d'un point de vue décalage horaire, c'est à peu près le midi chez nous, ou le 18h chez nous, donc du coup, on a faim. Donc bien manger le matin, ça vous permet peut-être de faire très léger le midi, puisque vous aurez peut-être moins le temps de manger, voire pas du tout, même s'il ne faut pas sauter de repas, mais voilà. Et puis refaire un repas le soir, si possible light, parce que ça vous aidera à dormir et à vous remettre du décalage horaire. Si vous êtes en groupe, c'est très compliqué sans réservation préalable. Il y a même la plupart des hôtels refusent les grands groupes de plus de 10 personnes. Dans ce cas-là, c'est même plus une réservation, il faut aller voir le manager de l'hôtel, il faut négocier avec lui, c'est vraiment compliqué. Il y a souvent beaucoup de monde au peak hour entre 19h et 21h. Après, c'est pas non plus des dizaines d'heures d'attente, hein, c'est souvent un petit quart d'heure. Donc voilà. Les prix ont tendance à avoir augmenté là, depuis le Covid. On est facilement sur du 30-40 $ le repas. Là où il y a 4-5 ans, ou 3-4 ans, on était en dessous de 30 $. Euh, un autre sujet important, c'est d'un point de vue de vos télécommunications. Donc, il n'y a plus de 3G aux US. Il se trouve que Free, apparemment, n'a que des accords 3G sur le territoire américain, ou majoritairement des accords 3G. Donc, souvent, vos abonnements Free vont avoir du mal à passer. Il y a beaucoup, beaucoup de téléphones étrangers, ce qui fait que parfois le roaming ne marche pas. Donc, il se peut que vous n'ayez pas d'impossibilité d'appeler. Moi, j'avais une carte Free il y a quelques années et j'ai passé des semaines sans téléphone. Ça marche mieux avec SFR, mais voilà. Faites attention en téléphonie classique. En fonction de votre forfait, la facture peut grimper très, très, très vite, surtout sur du data. La parade à ça, c'est de prendre une SIM américaine. Donc du coup, là, vous aurez des coûts connus, soit c'est du prépayé, soit c'est du pas cher. Par contre, effectivement, vous avez un téléphone qui est pas pérenne. Et donc, si vous donnez ça comme contact pour vos prospects clients, bah, peut-être vous allez peut-être perdre des prospects. L'autre option, c'est effectivement d'utiliser le Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi est quasiment présent partout. Parfois avec des très très bons débits, parfois avec des débits vraiment pas terribles. Il est présent dans toutes les chambres d'hôtel. Vous allez découvrir que la plupart des hôtels sur le strip vous facturent un hôtel fee par jour, qui est de l'ordre de 15 à 40 $. Et du coup, ça contient c'est une fee qui est obligatoire et qui inclut la connexion Wi-Fi pour 2 devices. Donc, si effectivement vous êtes 2-3 dans la chambre, vous avez 2 PC, enfin un PC chacun, une tablette, un téléphone portable, voilà, il faudra choisir qu'est-ce que vous connectez à l'hôtel. Et sachant qu'une fois que vous avez pris une adresse IP, elle est valable pour 24 heures, donc c'est vraiment que 2 devices toutes les 24 heures. Tous les hôtels ont des Wi-Fi gratuits pour une durée limitée, de l'ordre de 2 heures, et dans plein de zones publiques. C'est exactement également le cas. Je dirais presque que vous pouvez vous débrouiller avec ça en moyen de secours si vous n'avez pas d'autres moyens de connecter. Il y aura du Wi-Fi, je parle sous le contrôle de Billy et d'Élise. Il devrait y avoir du Wi-Fi sur le stand de la région. Il y a un Wi-Fi qui est fourni par l'organisateur, mais il y a tellement de devices qui sont connectés qu'il est juste inutilisable. Et vous aurez un Wi-Fi avec un débit limité, mais qui vous permettra de faire un minimum de texte et peut-être quelques appels vocaux. Par contre, ne prévoyez pas de faire du streaming en live ou d'envoyer des photos, des vidéos volumineuses depuis le salon. Je pense que ça, c'est pas possible. Vous pourrez le faire de votre chambre d'hôtel. Mais globalement, ça fonctionne. Pour vos démos, prévoyez une version sans connexion, parce qu'il se peut que le Wi-Fi ne fonctionne pas. En ce qui concerne le Bluetooth, ne comptez pas appairer vos dispositifs dans le salon, parce que si vous faites une découverte, d'ailleurs amusez-vous à faire une découverte d'appareils qui sont à proximité, ça va faire cracher votre téléphone ou votre PC en général, tellement il y en a. Donc il faut les appairer avant de venir sur le salon. Et il se trouve qu'il y a tellement de magma électromagnétique que nos téléphones ou nos dispositifs passent leur temps à scanner, à essayer de se reconnecter, etc. Ce qui fait qu'en général, en quelques heures, votre batterie est vide.
Donc, soit prévoyez un petit power bank là, pour recharger, soit de couper tout simplement Wi-Fi et Bluetooth quand vous en servez pas. On en arrive à quelques travel tips. Donc, votre journée type, elle va se dérouler comme illustré là. Donc, vous allez vous réveiller en général beaucoup plus tôt que 7h, 8h du matin. Avec le décalage horaire, les premières journées, vous serez autour de 4-5 heures maxi. Donc, petit déjeuner, on vous recommande de prendre un solide petit déjeuner, donc un buffet. Vous allez arriver sur votre stand entre 8 et 9. Le salon est ouvert de 9h à 5h. Donc, vous serez présent sur votre stand. C'est là où vous allez faire le gros de vos contacts. De 5 à 7, en général, il y a toujours des choses qui se passent. Soit vous aurez des rendez-vous, soit vous aurez quelque chose y compris sur autour du stand. Il se passe toujours quelque chose. Et vous pouvez mettre à profit la soirée, soit pour faire un dîner, soit pour aller à des soirées business. Il y en a énormément, énormément. Votre pire ennemi pendant le salon, ce sera le temps. Et donc, en général, on n'a pas le temps ou on ne prend pas le temps de déjeuner le midi. Parce qu'encore une fois, sortir du salon, il n'y a pas vraiment de restauration sur le salon. Il y a un truc de snacking, mais qui est vraiment pas terrible. Donc en général, sortir du salon, c'est 800 mètres dans un sens, trouver un resto, attendre une table, manger, revenir, vous avez perdu 2 heures, 2 heures et demie. Et sur 10 heures de salon, moins de 10 heures de salon, c'est trop, quoi. Toujours d'un point de vue incentives, donc le climat à Vegas, c'est un climat désertique, donc ça veut dire qu'il fait chaud et sec. Il se peut qu'on ait de la pluie et de la neige, c'est une vraie expérience d'avoir de la pluie à Vegas, parce qu'ils ne sont pas du tout équipés pour ça. Donc en général, leur réseau de caniveaux n'absorbe pas la pluie, donc ça déborde rapidement, donc tous les escalators sont bloqués, ça glisse partout, parce qu'il y a plein d'hydrocarbures, etc. Donc c'est intéressant. Et une année, on a eu de la neige, alors... on n'est pas dans les Alpes, hein, on a eu moins d'1 centimètre, mais ça a bien paralysé la ville aussi. En température, on est plutôt sur des températures clémentes. On est entre 2, 3, 0 degrés la nuit jusqu'à 10 degrés. Et la journée, on est plutôt sur des belles journées entre 25, 30, 30 degrés. Il fait plutôt chaud à l'intérieur du salon. L'air est très très sec, donc une des clés, et vous allez parler beaucoup aussi sur le salon, donc pensez bien à vous hydrater, pensez à avoir une bouteille, ça paraît bête, mais voilà. Il y a des gens qui sont très sensibles, effectivement, des gerçures sur les lèvres. Alors moi, j'ai la chance de passer au travers de ça. Mais sinon, le premier truc que vous allez acheter, c'est un stick à lèvres. Voilà, c'est le cadeau que nous fait Kate tous les ans. T'as oublié le tien, voilà. Mais c'est des petites choses qui vous... Voilà. D'un point de vue dress code, l'idée, c'est plutôt détendu. C'est pas un salon, c'est pas du tout un salon costard-cravate. On est aux US, donc tout est permis. Vous pouvez même jouer sur votre tenue vestimentaire pour véhiculer un message de votre produit ou de votre stand. On est quand même aux US, donc dès qu'on voit trop de peau, ou si vous avez un vêtement qui peut prêter à confusion quant au fait que vous soyez nu, là, vous allez vous faire reprendre. Je le mentionne parce qu'il y a une année, il y avait c'était une boîte française qui faisait des slips, des sous-vêtements pour hommes anti-radiation. Et ils avaient eu la bonne idée de s'habiller en collant moulant intégral, donc on voyait rien, et ils mettaient leur slip dessus. Bon, ils ont fait ça le premier jour, et le deuxième jour, on leur a dit allez vous habiller, quoi. Donc voilà. D'un point de vue dress code, effectivement, vos pieds, j'insiste un peu, mais c'est vraiment sans vos pieds, vous irez nulle part à Vegas, hein. Donc pensez à les ménager. Vous faites au minimum 20 km par jour quand vous êtes visiteur, et vous allez passer plus de 10 heures à piétiner si vous êtes exposant. Donc dans tous les cas, prenez des chaussures confortables. Moi, je sais que personnellement, j'emmène souvent 2-3 paires, comme ça j'alterne et ça appuie jamais au même endroit. C'est comme ça que je m'en sors à la semaine. On a 9 heures de décalage horaire à cette saison-là. Moi, ce qui marche bien pour moi, c'est de tout faire pour me coucher le plus tard possible quand j'arrive aux US. Donc j'essaye de viser un 10h, 11h du soir. Parfois, la tentation, vous avez posé autour de 4-5 heures l'après-midi, donc de 5 heures à 10 heures, il se passe du temps. La tentation d'aller se mettre au lit tout de suite, elle est tentante, mais il faut résister. Et puis surtout, encore une fois, ça marche pour moi, je ne sais pas si c'est prêt pour tout le monde. Moi, j'essaye d'être hyper rigoureux sur mes heures de repas dans la zone où je suis. Donc, j'essaye de manger à 8-9 heures le soir, déjeuner à 8 heures le matin, manger à midi, entre midi et 1 heure. Et ça me permet de me recaler dans la zone horaire où je suis. Et pareil au retour.
Et puis, oui, effectivement, le petit smiley, c'est, ben oui, effectivement, vous allez vous lever à 4 heures du matin. Si vous n'arrivez plus à dormir, il y a des casinos et voilà, vous pouvez prendre que prendre votre mal en patience, il n'y a pas de remède miracle. Euh, Encore une fois, hein, il y a quelques pertes de voyage. Alors, peut-être beaucoup est peut-être un peu excessif, mais il y en a quand même. Donc, tout ce qui est vraiment vital pour votre salon, prenez-le en cabine. Tout ce que vous ne pouvez pas racheter sur place, il faut vraiment, vraiment le mettre en cabine. Et puis sinon, ben, voilà. Après, perdre un bagage, vous allez le retrouver, hein, parfois 2, 3 jours après, mais vous allez le retrouver. Il n'y a jamais eu de vraie perte de bagage complète. Ouais, on touche du bois. Je vais redonner la parole à Kate sur les sessions suivantes, avant de passer aux questions-réponses. Donc oui, effectivement, donc là, on va passer aux questions-réponses très rapidement. Mais juste pour vous balayer encore une fois la liste de formation, donc comme j'ai dit en intro, notre objectif, c'est de vous préparer au max pour le CES. Beaucoup de salons entre nous, mais genre, pour moi, le CES, c'est vraiment, genre, on ne peut pas comparer à autre chose. Donc, c'est là où je dirais vraiment, c'est un salon qui se prépare, qui s'organise et du coup, bah, genre, vous avez tout votre intérêt de préparer au max. Donc, nous, avec nos années d'expérience, on essaie de vous guider dans ça. Donc, je vous conseille au mieux possible de participer à toutes les séances. Donc, là, la semaine prochaine déjà, on a les relations presse qu'on va faire avec la société Edifice, qui sont basés à Paris. Ils sont des experts en RP et qui connaissent très bien le CES aussi. Donc là, vous allez voir, donc, il y a certaines séances qu'on fait nous-mêmes ou avec la région et certaines séances qu'on fait en tenir les experts sur les sujets. Donc, Edifice, comme je dis, ils sont experts en RP. Donc, ils vont vous guider un peu sur bah, genre, déjà les bases, qu'est-ce que sont les RP, comment les exploiter au max pour maximiser son salon. Et du coup, donc, il y a quelques clés de lecture et quelques astuces à suivre aussi. Ensuite, là, c'est une séance où je dirais que, genre, si vous n'avez pas une grosse démo, c'est peut-être moins pertinent, mais il y a toujours des choses à apprendre dans cette session aussi. Donc, ça, c'est avec la société Bolloré, que Philippe a cité tout à l'heure, qui est expert en transport de freight. Et du coup, genre, surtout si vous avez une démo, c'est très, très important cette session aussi. Ensuite, on va faire la séance avec Tania, Elise et Pili de la région. Donc, c'est eux qui vont vous présenter bah, le design du pavillon. Donc, qu'est-ce qui va être sur le pavillon, qu'est-ce qu'il faut amener, qu'est-ce qu'il faut oublier chez soi. Et du coup, on va aussi faire intervenir sur bah, comment staffer son pavillon, son stand aussi. Donc, qui fait quoi sur place. Ensuite, on a une séance avec une experte en marketing, communication, business à l'américaine qui s'appelle Christina. Donc, Christina intervient le 21 octobre. Donc, la séance était en français. Je vous ai envoyé un petit mail aussi pour lui envoyer votre pitch. Donc, si vous voulez du feedback en live, donc vous pouvez lui envoyer votre pitch pour avoir son feedback pendant la séance. Et du coup, il nous reste 2 séances qui sont normalement ensemble, qu'on va caler à la fin d'année, donc juste avant de partir. On va faire la conférence de presse et on va faire ça en présentiel. Donc, pour vous essayer de gagner en visibilité aussi en France avant de partir. Et du coup, on va faire en même temps le Last Call Before Packing, donc, qui est les derniers rappels. Donc, on va faire aussi le tour des différentes soirées. Donc, on a mentionné aussi des soirées qui sont faites par des partenaires donc, auxquels vous pouvez être invité. Donc, sur place, donc les événements presse, les concours donc, auxquels vous pourrez postuler. Donc, on va faire le tour de toutes ces infos de dernière minute avant qu'on parte. Donc, voilà pour l'agenda des différentes séances. Et du coup, bah, là, on a ce temps pour les questions et les réponses. N'hésitez pas. Merci Bonjour à beaucoup tous. pour la... Ah, pardon. Vas-y, vas-y. Bonjour à tous, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je suis Laura de la société Netri. Et moi, finalement, j'ai une question par rapport au lieu. Parce que donc, nous, on est dans la zone Eureka. Et par rapport aux hôtels, notamment, je suis en train de chercher sur Internet. Mais donc, en fait, c'est dans l'hôtel, le Palazzo. Ah, Alors, Oui, ouais, oui. le Palazzo, en fait, ouais, c'est l'autre nom du Venetian. d'accord, ok, ça Donc, marche, pardon. en fait, le Ok, Venetian est plus connu parce que ça représente Venise. Donc, il y a des gondoles, vous avez peut-être déjà vu ces. Voilà. Et mhm, le Convention Center est entre les deux hôtels. Et le Palazzo, c'est une extension du Venetian. d'accord, ok, ça marche. Et je regardais là par rapport aux hôtels, et en fait, il y en a qui sont, j'ai l'impression, de l'autre côté du monorail, et on peut le traverser à pied ou faut faire tout un détour?
par rapport à... En gros, là, j'ai vu il y avait des hôtels qui étaient de l'autre côté du monorail. Et ils me mettent que c'est à 500 mètres. Donc, je pense que c'est à Ouais, non, 500 mais en mètres fait, en vol d'oiseau. le, Ouais. le monorail, c'est un train aérien, donc il est à, je crois, 10-15 mètres de haut, donc vous pouvez passer en dessous sans problème. Ok, super, parfait. Top. Merci beaucoup. Bonjour. Les routes aussi, d'ailleurs. Les routes aussi, on passe au-dessus. Donc, on ne traverse Oui, pas forcément les routes à Vegas. oui, c'est vrai. Il faut passer par les ponts. Pardon, je t'ai Bonjour, coupé. Cyril de Sportinéo. Alors désolé si je suis arrivé un petit peu tard ou pas. Concernant donc tout ce qui était notamment donc les réservations des hôtels et des avions, j'ai compris qu'il fallait les faire de notre côté. Ce qui est de la prise en charge potentielle de ces frais par différentes aides. Je ne sais pas si ça a été mentionné au tout début de la présentation. Je sais qu'il y a des aides export notamment peut-être. Alors, la subvention régionale, elle couvre donc à la fois le stand. Donc, normalement, une fois que vous êtes validé auprès de la CTI, on va vous facturer le prix de votre stand. Donc là, la subvention est appliquée dans la facture. Ensuite, toutes les autres subventions, ça va s'appliquer par la suite. Donc, c'est à vous d'avancer vos frais pour le vol, pour le séjour sur place, les Innovation Awards éventuellement aussi. Et du coup, là, par la suite, on va vous présenter ça aussi lors de la School Before Packing. Mais en gros, genre, il y a des plafonds de dépenses. Donc là, si vous êtes prête à noter, parce que j'ai pas ça dans mon slide, mais en gros, si donc pour votre vol, vous êtes plafonné à 1 200 € de dépenses par personne, donc pour une seule personne. Donc, et on vous subvention à hauteur de 50%. Donc, c'est-à-dire vous pouvez récupérer 600 € sur votre vol. Ensuite, pour le séjour sur place. Le séjour sur place, pareil, c'est pour une personne, société. Vous êtes plafonné à 343 € par jour. Donc, pour la durée du salon, si vous êtes là pour un veille aussi, aucun souci. Et du coup, c'est pareil, vous êtes plafonné à 50%. Donc, là-dedans, le séjour sur place, vous avez l'hôtel, les transports sur place, genre les Uber, les taxis, le bus, le monorail, et les repas aussi qui peuvent rentrer dans ce type de dépenses. Ok, pour une seule personne par Pour société. une Donc, seule personne par si société. on fait le salon à 3, les deux autres payent plein pot. Exact. Et c'est cumulable avec parce qu'il y a des aides export via la CCI, me semble-t-il, non? Avec la BPI, vous pourrez faire appel également à la BPI. Et ça dépend vraiment si vous visez les US comme un marché pour vous. Donc là, il y a la possibilité aussi de demander l'assurance export genre en complémentarité à la subvention de la région. Donc c'est tout à fait complémentaire. Mais du coup, c'est une société qui est beaucoup plus large que la subvention sur les CES, si vous voulez. Donc ce qu'il faudra faire, bravo, Philippe a bien prouvé le bon slide. Ce qu'il faudra faire, c'est de faire le point avec votre référent BPI. Et du coup, c'est lui qui va vous dire est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Mais du coup, c'est un très bon dispositif ce qui permet de financer plein de choses. Ça peut financer les déplacements, aller-retour aux US. Ça peut financer d'autres salons aussi. Mais il faut avoir un objectif assez ambitieux au niveau conquête des US pour que ça soit rentable. Ok, merci. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour, Adrien. Bonjour, c'est Adela de ImoFace. J'ai une question. Est-ce qu'il y a d'autres tips and tricks concrets par rapport à des années précédentes? Je ne sais pas, par exemple, le fait de mutualiser entre plusieurs entreprises ou ouais, un peu des choses comme ça. Si vous avez des anecdotes. Des anecdotes, on en a beaucoup. Euh, Après, on a cherché à mutualiser à une époque les hôtels ou les déplacements, voilà. Et on se sentait très fort parce qu'on s'est dit on a une quarantaine d'entreprises, donc on est allez, une cinquantaine ou une petite centaine de personnes à se déplacer. En fait, une délégation de 100 personnes à Vegas, c'est tout petit. C'est ridicule. Donc on n'arrivait pas à avoir des bons prix. On a tenté soit avec Air France, soit même avec des hôtels sur place. Donc la mutualisation, on n'a jamais réussi à faire grand-chose. Pour mutualiser, il faut affréter un avion. Donc on est loin de là. Et pareil, pour un hôtel, on commence à les intéresser à 300 à 400 chambres.
Faut voir qu'un hôtel à Vegas, hein, c'est pas tout à fait les hôtels de chez nous, hein. Un petit hôtel, enfin petit hôtel, j'exagère un peu, mais c'est 4000 chambres. Donc voilà, donc effectivement, avec 100 chambres, ça les intéresse pas. Après, ce que des gens ont fait dans le passé, c'est de mutualiser des containers pour vous faire voyager du fret ensemble et diminuer les coûts. Donc ça, c'est vrai quand ces gens-là y allaient en direct, si vous passez par Bolloré, Bolloré le fait ça. Enfin, il le fait pour vous et ils optimisent les coûts de transport en fonction des autres clients qu'ils ont, tout en vous garantissant que ça arrivera bien sur place à l'Horeca Park. Ouais. Je me permets. Bonsoir. Du coup, j'ai posé la question dans le chat, mais voilà, il faut venir. Donc, c'est du 7 au 10, mais c'est quoi les dates sur place que vous préconisez? Il faut venir combien de jours avant pour s'acclimater un peu au Ouais, climat? c'est une excellente question. C'est une excellente question. Donc, le salon commence le 7, ouvre le 7. Alors, je vous ai dit que c'était du 9h15, 17h. En fait, il y a l'exception, le premier jour, il ouvre à 10h, mais c'est un point de détail. Donc, ça, c'est les jours du salon. Donc, c'est du mardi au vendredi. Le lundi, en général, c'est une bonne idée d'être présent sur place pour vérifier que tout va bien sur votre stand, que vous avez la connexion, vous connectez au Wi-Fi, que vous avez l'électricité, que vos visuels ont bien été imprimés comme il faut, vous familiarisez avec la zone, etc. Donc, je dirais qu'à minima, il faut être là le lundi. Si vous êtes présent à Leuenveld, donc là c'est le dimanche. C'est le dimanche plutôt en après-midi. Alors l'an dernier, ils nous ont fait une blague, ils ont avancé un peu l'horaire. D'habitude c'était toujours 16-17 heures. L'an dernier, ça a commencé à 14-15 heures, je crois. Non, c'est nous qui avons conseillé aux gens d'y arriver à 15 heures. Donc c'est nous qui avons dit 15 heures. Ok. Oui, non. Donc si vous êtes à Leuenveld, il faut être là le dimanche. Dimanche, donc fin 15 heures. Moi, je vous recommande dans ce cas-là d'arriver le samedi soir. Voilà. Après, sur le recalage, à mon avis, vous serez recalé en décalage horaire quand vous allez repartir. C'est à peu près 1 heure, vous récupérez 1 heure par jour en règle générale. Donc, sauf à arriver 10 jours avant, vous aurez des nuits compliquées. Ouais. Moi, je suis bonne normalement pour la fin de la semaine. Ouais, voilà. Quand c'est le moment de repartir, on est à peu près dans la time zone de là-bas. Et on recommence dans l'autre sens en rentrant. Donc. Par contre, si vous voulez optimiser votre déplacement aussi, donc c'est-à-dire si vous avez des rendez-vous à faire à San Francisco ou ailleurs, donc là, il n'y a pas de souci non plus. Vous pouvez prendre votre vol plus tôt, plus tard. Là, il n'y a pas de souci. Mais du coup, pour le séjour sur place, vous êtes subventionné uniquement pour les jours que vous êtes présent à Vegas. Pas si c'est clair. C'était super clair. Et juste, ouais, ce qu'on vous demandera effectivement au retour, c'est que la région vous versera la subvention par l'entremise de Minalogic sur facture justifiée, approuvée par votre expert au compte ou votre commissaire, expert au compte ou commissaire comptable. Non, commissaire au compte ou expert comptable. Je vais y arriver. Je vois qu'il y a une question, Mélanie. Je vois que vous avez levé la. Oui, bonjour. Merci pour ces explications. Moi, j'avais une question pratico-pratique. C'est-à-dire que sur notre stand, on a chacun, je vais appeler notre petit totem, notre petite guitoune. Et dans cette guitoune, est-ce qu'on a un arrivé RJ45? Est-ce qu'on a des prises électriques? Comment ça se passe? Alors, prise électrique, Élise, n'hésite pas à corriger si je dis une bêtise. Je crois qu'il y a une prise électrique par totem. Enfin par totem, par zone d'exposant, donc chaque exposant a sa prise électrique. Je suis pas sûr je suis même quasiment sûr qu'il n'y a pas de RJ45, et donc il y a un Wi-Fi partagé, mais qui peut avoir un débit changeant. Donc encore une fois, prévoyez une solution de backup sans Wi-Fi. Ouais, alors le truc, c'est que si j'ai pas, faut voir avec Bolloré aussi pour, si on veut sur le salon avoir une prise Ethernet qui arrive. Alors non, ce qui est très compliqué du coup pour le CS de Las Vegas, même si on est sur un salon du numérique, c'est la connexion Internet. Nous, de notre côté, on l'a testé l'année dernière, on a mis en place des routeurs, ça a marché pour certaines entreprises. Après, on ne peut pas vous garantir que vous aurez une connexion tout de long. En tout cas, l'année dernière, ça a bien marché. Après, nous, ce qu'on va mettre, donc il y a on a eu du coup, on a le recensement de tous les besoins que vous avez mis en place. On mettra du coup une sortie d'électricité en effet
par borne. Après, selon le produit que vous allez exposer, c'est pareil. Nous, de notre côté, on va revoir un peu. Du coup, on va essayer de quantifier parce que c'est pas les mêmes ampères ou les mêmes voltages, en fait, du coup, entre, Ouais. entre les États-Unis et la France. Tout cela, en fait, on vous donnera, en fait, du coup, tous ces éléments-là lors de la réunion du 14. Mais en effet, on prévoit des sorties. Après, par contre, c'est à vous de faire comment dire? Parce qu'on va faire appel, en fait, du coup, à un standiste canadien, donc qui n'ont pas du tout les mêmes ventes, mais il faudra certainement trouver un adaptateur. Ouais, alors ça, pour adaptateur, ça me perturbe pas trop, ça, on a électriquement. Moi, c'est juste une arrivée, il faut que je vois, parce que moi, dans mon dispositif, il faut que je recrée l'arrivée d'un téléphone fixe. C'est pas tant d'avoir de l'Internet, en fait, c'est juste ça. Mais je vais Quelle regarder. société, Mélanie, si je peux poser des questions? Comment? Vous êtes quelle société? Coucou Visio. Oui, et ben, de toute façon, là, on a le recensement. En fait, on a tous vos besoins. On est en Ok, train de travailler dessus. Quand on aura des questions, on vous appellera, en fait, avec Tania parfait. directement. À D'accord, chaque fois, merci. voilà. Parce que c'est très bien ce que vous écrivez, mais je pense que vous êtes un peu dans votre monde. Enfin, voilà, nous, on ne connaît pas forcément toutes vos solutions, quelles sont un peu les données un peu spécifiques. On vous appellera si on a des questions de notre côté. D'accord, ok, Et là super, bah, aussi, si merci. je peux me permettre aussi, c'est genre pour tous ceux qui ont vraiment besoin de l'Internet pour pouvoir démontrer leur démo, faites une vidéo ou vous faites une démo en live aussi sur la vidéo, vous les enregistrez. Si jamais vous perdez le réseau, ça va être au moment où vous avez un client qui est super intéressé par votre outil. Donc, c'est toujours super important d'avoir un backup plan au cas où. Donc, l'idéal, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite catastrophe. Donc, ayez une vidéo sous le coude que vous pouvez diffuser pour montrer comment ça fonctionne. Oui, ça c'était tout est prévu de ce côté-là. Ouais, merci. En fait, je peux que renforcer ce que dit Kate et je pense que l'édifice qui fera la présentation des relations de presse, dans tous les cas, il faut que vous ayez de quoi montrer votre solution sans moyens physiques, enfin, en moyens dématérialisés. C'est pas forcément non plus des vidéos hyper marketing, hyper etc. Parce que souvent, un journaliste, il aime bien avoir des images qui durent pour que justement il sélectionne ce qui lui semble le plus représentatif. Donc, je pense qu'ils vous le rediront, ça. Mais... Donc, ayez ce flambé. Merci. Merci beaucoup. Trouver un juste milieu. Moi, enfin, personne de la communication et tout ça, il faut trouver un juste milieu. Il ne faut pas non plus quelque chose de trop long. Mais tout ça, on le dira lors de la réunion, du coup, communication, relations presse. Il y avait une autre question. C'est Pierre de la Clarée qui a demandé, selon vous, combien doit-on venir? Avec quel profil? Donc ça, pareil, ça c'est une question qu'on va aborder le 14 normalement, mais pour... Ouais, on peut répondre rapidement. Donc, Ouais. souvent, je suis de formation ingénieur et je dis que souvent, c'est pas forcément les ingénieurs qu'il faut emmener sur le salon pour deux raisons. Déjà, c'est pas des commerçants, donc vous, ce que vous voulez, c'est lever des fonds, faire rêver ou signer des affaires. Donc, effectivement, c'est plus une affaire de vendeur. Et souvent, les ingénieurs sont passionnés et vont trop dévoiler votre produit. Et il ne faut pas être naïf par rapport à Vegas. Il y a beaucoup de gens qui font au mieux de la veille technologique, au pire de l'espionnage industriel. Donc, un ingé, il va peut-être révéler trop de choses que ce que vous voulez dévoiler pendant le salon. Les gens qu'il faut emmener absolument, c'est probablement le CEO ou quelqu'un qui est de l'équipe de direction. Ça peut être une bonne idée aussi d'emmener ce que j'appelle le product owner ou le product marketer, parce que c'est un salon où vous allez voir beaucoup de gens qui vont vous donner du feedback sur votre produit. Et donc, vous pourrez adapter votre offre suite à ce salon-là. C'est un moyen de tester la réponse du marché américain et mondial. Donc, c'est une bonne idée d'avoir ces gens-là. Évidemment, éventuellement, quelques personnes de la vente, enfin une personne de la vente, mais qui peut être le product owner aussi ou le CEO. Idéalement, emmener également des gens de la communication, parce que pour générer de l'information chaude, alors c'est des gens qui peuvent rester en Europe dès lors que ceux qui sont sur place les alimentent en photos et vidéos, et en ayant prévu un peu leur plan de com en amont. Mais ça, c'est pareil, on vous le redira. Je pense que la personne d'édifice vous redira ça, et puis on vous le redira également dans la session du 14 octobre.
L'autre chose, c'est que, enfin, c'est toujours facile, hein, il y a plein d'entreprises qui ont fait ça dans le passé. Tenir son stand tout seul pendant toute la semaine, la personne qui fait ça va finir fatiguée, mais vraiment fatiguée, sans voix et fatiguée. Je dirais que le minimum vital, c'est vraiment d'être deux sur le stand, ne serait-ce que pour se relayer, ça permet que vous mangiez, vous buviez, etc., etc. L'idéal pour moi, c'est d'être trois, deux qui se relayent sur le stand et un qui peut aller également faire de la veille concurrentielle, voire prospecter un peu ailleurs que sur le Reka Park. Ou ailleurs. Ou ailleurs d'ailleurs. Ou ailleurs. Donc l'idéal, c'est trois. Je dirais que presque au-delà. Alors, il y a toujours des cas particuliers, hein. Il y a une entreprise, ça fait 2 ou 3 CES qu'ils font, ils viennent à 20 parce qu'ils s'en servent aussi comme événement de cohésion de l'entreprise. Bon, je dirais qu'à 20, c'est peut-être un peu overkill. Mais ça se fait aussi. Surtout sous le pavillon, c'est pas idéal. Oui, et non, et sur le pavillon, effectivement, sur le pavillon, je dirais que 2, 3 grands max, c'est. Voilà. Il y a Florian qui a la main levée. Oui, Florent. Ouais, bonjour à tous. Florian Guély, Société Noetia. Pour les visiteurs, est-ce qu'il y a des choses particulières à prévoir? Comment la journée type, par exemple, change par rapport à ce qu'on a vu sur la journée type de l'exposant? Alors, le gros changement entre un badge exposant et un badge visiteur, c'est déjà vous n'aurez accès au salon que pendant les horaires d'ouverture du salon. Alors qu'un exposant, il peut rentrer un peu en off-hour, un peu n'importe quand. Alors, très tôt le matin, je ne suis pas l'horaire, et jusqu'à 22 h le soir. Et même au-delà de ces horaires-là, en demandant une exception, il peut accéder à toutes les zones du salon. Après, la journée type du visiteur, je pense que c'est plutôt, je ne sais pas si Julie est dans le call. Je n'ai pas vu, non. Je crois, alors de mémoire, hein, les années passées, la première journée, l'agence organise une visite du salon qui va vous permettre de vous repérer sur les différentes zones d'exposition, voir un peu quelques grandes tendances, etc., etc. Il y a un repas, je crois, avec les gens de la région et s'il y a un élu, avec cet élu. Et sinon, je crois que le reste est plus ou moins libre le reste de la semaine. Ouais, il y a les photos de groupe, il y a les moments. Et il y a la soirée, il y a la soirée. et il y a la soirée institutionnelle. Alors, je ne sais pas si on a fixé la date déjà. Oui, c'est le mercredi, si je ne me trompe pas. Voilà, mercredi soir, il y a une soirée où on réunit effectivement toute la délégation, enfin la région réunit toute la délégation Auvergne-Rhône-Alpes, plus ses partenaires au sens large, hein, parce qu'on a souvent des étrangers et des grands groupes. Et ça fait une soirée qui est plutôt bien. Déjà, le lieu est sympa, et puis surtout, c'est un moyen de réseauter, même s'il y a beaucoup de Français et quelques étrangers. Il y a souvent des affinités qui se créent et des opportunités de business. Pour l'anecdote, hein, je me souviens d'un dirigeant, bon, je le connais assez bien, et en sortant de la soirée, je dis c'était bien et tout. Il me fait ouais, il dit bah, j'ai peut-être signé un truc avec l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Je dis mais t'étais en call, t'as pas fait la soirée? Il fait non, le mec était là. Donc il a fallu, il habite Annecy, hein, la boîte en question. Il a fallu qu'il aille à Vegas pour signer un énorme deal avec l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Donc, et c'est grâce à la région, parce que c'était à la soirée région. Donc, voilà. Ok. Donc, c'est une belle soirée. Il y a une liste d'attente, tout le monde veut y être. Donc, c'est the place to be. Effectivement, Anthony a reconnu Galéon, la boîte que je citais. Mélanie, une question donc, qui est dans le chat. Est-ce qu'on peut être accompagné par une personne extérieure de l'entreprise, quelqu'un de sa famille par exemple, pour aider sur le stand? Il n'y a aucun souci avec ça, hein. Donc, dès que vous allez recevoir le contrat de la CTA, vous allez avoir accès à votre espace exposant. Et là-dedans, vous avez droit à une dizaine de badges exposants. Et c'est charge à vous de créer les badges pour les personnes que vous voulez. Donc, elle aura sûrement marqué sur son badge le nom de votre entreprise. Mais c'est pas grave, hein, voilà. Ça se fait. J'ai vu passer dans le chat, effectivement, je crois que vous êtes quelques-uns à pas encore avoir reçu vos contrats CTA. Personne ne les a reçus encore. Personne ne les a reçus? Non, Okay. non, c'est la CTA qui... c'est pas une surprise, hein. Faut pas... On est encore en septembre, donc c'est pas rare qu'effectivement ils soient un peu à la ramasse. Moi, ma réponse à ça, c'est la CTA, ils sont très, très exigeants par rapport aux deadlines qu'ils nous imposent. Par contre, quand ça vient à leur deadline à eux,
rien à voir. Donc, genre là, ils disent, bah oui, vous allez recevoir le contrat sous 2 semaines. Je pense que pour certains d'entre vous, ça fait maintenant 8. Donc, ça, genre, on attend encore. Mais je les ai relancés. Ils sont au courant qu'ils sont en retard, mais j'ose espérer que ça ne va pas tarder. Pas de souci à avoir, en tout cas. Par rapport à attendre le contrat avant de réserver, non, moi j'ai envie de dire que si vous êtes déjà validé par la CTA, ça c'est le seul point qui pourrait poser souci. Mais du coup, même si vous n'êtes pas encore validé par la CTA, oui, disons. Mais moi, en tout cas, moi je vous facture au moment que vous êtes validé par la CTA. Et ensuite, genre là, il n'y a pas de souci pour prendre vos vols. Le contrat, c'est vraiment une formalité qui veut dire, parce que c'est un contrat à $0, donc vous n'avez rien à payer directement à la CTA, mais c'est vraiment un contrat que vous signez pour dire, je vais suivre les règles du salon, donc je ne vais pas, genre, par exemple, vous êtes interdit de vendre sur place sur le salon, donc vous ne pouvez pas sortir la petite machine pour faire payer avec la carte bleue sur place, ça c'est interdit. Vous ne pouvez pas genre, faire des choses avec le feu ou autre dans le salon. Donc, vous allez respecter les règles du salon. Donc, c'est surtout ça le contrat. La seule incertitude que vous pouvez avoir sur vos vols, c'est de savoir si vous allez être présent à l'Unveiled ou pas. Sachant que si c'est la même chose que l'an dernier, la CTA va nous demander à Minalogic et à la région de choisir les exposants qui seront présents à l'Unveiled. Donc l'an dernier, il nous avait donné 10 places ou 11 places, je ne sais plus. Ça va être pareil, 10 places. Donc je pense que ça va être pareil. L'an dernier, on avait pris on cherche à être équitable le plus possible sur ces choses-là parce qu'on n'a pas à discerner nous-mêmes. Dans ce qu'on avait pris l'an dernier, on avait dit on donne priorité aux gens qui ont eu un Innovation Award. Et puis on avait un deuxième critère. Donc si la personne qui avait 2 Innovation Awards était plus prioritaire que celle qu'on avait eu un, etc., etc. Et en cas d'ex-aequo, on avait fait ça à la date d'inscription, ce qui nous semblait pas très équitable. Donc cette année, on se dit qu'on fera peut-être un tirage au sort sur les ex-aequo. Donc voilà. Donc ça veut dire que, encore une fois, l'Unveiled, si vous avez la chance de pouvoir y aller, pour moi, le triptyque gagnant, c'est vraiment Eureka Park, Innovation Award et Unveiled. Donc du coup, ça veut dire que votre vol, il faut le prendre pour arriver le samedi soir au lieu d'arriver le dimanche soir, quelque part. Voilà. Je voulais juste compléter pour la partie de l'Unveiled, en fait. Donc, en effet, c'était les modalités l'année dernière. Sur cette année, sur cette édition 2025, on n'a pas encore défini en fait les modalités des attributions pour l'Unveiled. Donc, dès que on a de notre côté un peu validé aussi politiquement derrière, on vous en informera au plus tôt. Une question au sujet, désolé, Cyril de la société Sportineo. J'étais passé à côté du deadline pour les Innovation Awards. Pour le Unveiled, il fallait remplir un dossier comme quand on est intéressé. Il y avait quelque chose à remplir. C'était dans l'AMI, il y avait une case à cocher en disant du coup, je suis intéressée par Unveiled, par exemple, mais à part ça, c'était la seule formalité. En fait, l'Unveiled, c'est un événement, alors c'est un service que la CTA offre. je mets le offre entre guillemets, parce que pour une boîte normale, c'est $12 000 la soirée de l'Unveiled, donc c'est super cher. Ça coûte $1 000 pour les boîtes de l'Eureka Park, mais du coup, ils s'autorisent à sélectionner les entreprises. Et donc, c'est pas un service que vous achetez. Et leur processus quand c'était pas aux délégations leaders de choisir les boîtes qu'on voulait mettre en avant, souvent, on vous disait de les harceler gentiment jusqu'à ce qu'ils craquent en vous donnant une place. Là, c'est plus le cas. Effectivement, on va avoir 10 places. On verra effectivement à la région comment la région politiquement décide de les répartir. Donc voilà, donc petite incertitude sur les billets par rapport à ça qui est de l'ordre d'une journée. Donc, voilà. Et pour répondre je crois que c'est Sandra qui disait est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète ou etc. Donc la validation, effectivement, la CTA vous enverra un mail. Parfois, ils ont des adresses un peu bizarres, donc regardez quand même vos spams assez régulièrement ou vos mail in black si vous en avez. Il n'y a pas réellement de raison de s'inquiéter parce que dans les années passées, il y a parfois des boîtes qui ont été validées jusqu'au 15, 20, 30 décembre. Mais là, on était sur des cas extrêmes, c'était inscrit très, très, très tard. Par contre, relancez-les périodiquement, peut-être tous les 7, 10 jours, envoyez un petit mail en disant j'ai toujours rien reçu, c'est bien normal, est-ce que vous avez bien reçu mon truc? Sachant qu'en parallèle, je les relance aussi. Et Kate le fait aussi, donc voilà.
mais ça mange pas de pain de le refaire aussi. Faut rester très poli, très diplomate en disant, bah, du coup, je suis désolée, mais genre, j'ai peur que je vais pas pouvoir y aller. J'ai besoin de prendre mes vols. Donc, j'en fais un peu le sob story, mais genre, restons polis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez, j'ai une dernière question, toujours Florian Noessia. Pour les visiteurs, vous recommandez d'y aller à combien de personnes? C'est peut-être pas pareil que pour les exposants. Alors, c'est pas forcément pareil. Pourquoi vous y allez? Oui, ça dépend de votre objectif. Ouais. Parce que si votre objectif, c'est de couvrir, je vais dire enfin, n'importe quoi, mais si vous voulez voir toutes les boîtes qui sont présentes au CES, tout seul, vous n'y arriverez pas. Donc, ça va dépendre de votre objectif. En général, un visiteur a quand même plus le temps qu'un exposant, parce qu'il a, par définition, il n'a pas son stand à tenir. Moi, j'essaye tous les ans de me préserver une petite journée pour essayer de faire un peu de veille et puis de faire un papier derrière. En une journée, je ne vois pas tout le salon. Hein. Je suis loin, loin, loin de faire tout le salon. Moi, je veux dire, si vous avez déjà des partenaires ou des clients éventuels sur place aussi, donc ça dépend, vous pouvez avoir des rendez-vous qui sont déjà pris. Si vous avez, ou des prospects que vous aviez identifiés de près aussi, ou des concurrents d'ailleurs, parce que ça aussi, ça se fait la veille par rapport aux concurrents. Sachant qu'il y a un peu de temps de moments formels sur le pavillon aussi, donc auquel vous êtes invité avec les photos de groupe. On va peut-être faire un petit tribal de ruban aussi, on verra. Et du coup, là, ça prend un petit peu de temps, sachant que c'est aussi loin entre Eureka Park et le BCC. Donc, ça dépend un peu votre cible business aussi. Donc, si vous visez genre les grands groupes, là, c'est assez difficile à les excéder. Par contre, si vous visez les PME, donc là, il y aura beaucoup sur le Eureka Park que vous pouvez voir. Et puis, bah, il y en a moins forcément sur le Eureka Park qu'il y en a sur le BCC. Ça, genre pareil, si vous pensez voir cette année pour pouvoir exposer plus tard, c'est pareil, vous allez passer peut-être plus de temps dans le Eureka Park que vous auriez passé dans le LVCC. Donc là, le premier objectif, c'est de vraiment définir votre objectif, j'ai envie de dire, avant d'aller plus loin. Il y a une chose, Florent, qui peut t'aider aussi, c'est que en marge du salon, il y a énormément de conférences qui sont données alors, par des grands noms de la tech. C'est souvent cher, c'est payant. C'est souvent cher. Moi, je suis pas fan de ces trucs-là parce que, en général, on pense avoir accès au PDG de Samsung ou au PDG de je ne sais quoi, alors que la conférence, il y a 5000 personnes dans le truc. Et en général, l'heure d'après, elle est disponible en replay où il y a déjà les analystes qui ont commenté et qui ont sorti les points saillants. Donc, payer, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Hein. Le pass conférence, il est autour de 2000-2500 €. Bon, voilà. Donc ça, c'est du temps que tu pourrais penser consacrer ou tu peux peut-être faire l'économie du temps et de l'argent sur ce truc-là. Sauf après, il y a toujours les cas exceptionnels où si effectivement il y a un CEO que tu veux absolument entendre parler ou essayer de l'attraper avant qu'il monte sur scène ou à la fin, peut-être ça vaut le coup. Mais en règle générale, voilà, moi, je veux plutôt l'économie de ces choses-là. Ok, top. Merci. Encore une chance pour une dernière question ou plusieurs questions. Sinon, on vous souhaite une excellente soirée et puis on vous dit à la semaine prochaine pour des relations de presse efficaces au CES. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.